Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Enchanté de vous accueillir. Il y a encore du monde qui est en train de se connecter. Il est juste 14 heures, donc on va laisser les dernières personnes arriver. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler des enjeux de rétention et d'upsell dans le SaaS. Vous êtes beaucoup à être inscrits. Vous êtes à peu près 250 à vous être inscrits, donc c'est chouette. C'est une thématique qui intéresse. Comme d'habitude, il y a du monde qui vient de différents pays. Donc, en tout cas, très bonne nouvelle. Donc, on devrait être, je pense, du coup, quelque chose comme 150 là sur ce live. Donc, ça va laisser la place aussi à de l'interactivité, etc. Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui sont sur le chat. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux. Ravi de vous accueillir en tout cas. Et peut-être juste avant de commencer, on va se présenter. Je suis accompagné aujourd'hui de Vincent. Vincent, est-ce que tu veux dire deux mots sur toi? Ouais. Donc, bonjour à tous, ravi d'être avec tout le monde aujourd'hui. Moi, je suis le CEO et cofondateur de Fincom, une solution de pilotage à destination des équipes SaaS. J'ai passé une dizaine d'années en fonds d'investissement avant de créer Fincom, en faisant un constat assez simple, c'est que les dirigeants que j'accompagnais passaient plus de temps à cruncher leurs data dans des Excel et des spreadsheets plutôt que de les analyser. Et aujourd'hui, c'est le problème qu'on adresse avec Fincom. Et Ok, donc, ravi top. d'être sur ce webinaire avec toi, Nicolas, aujourd'hui. Eh ben, écoute, ravi également. Nicolas, moi, je suis cofondateur de Scalin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Scalin, c'est ce qu'on appelle une Customer Success Platform. Et donc, pour schématiser, on est un peu le CRM qui va prendre le relais après un CRM traditionnel, c'est-à-dire on a un CRM dédié à la prévente et dédié au SaaS B2B, qui permet notamment d'avoir une vraie vision à 360 degrés sur vos clients et notamment, bien sûr, des interactions, etc., mais aussi des usages qu'ils ont de votre plateforme. Voilà, tout ça sur une seule plateforme. Mais on va pas s'étendre trop longtemps. C'est pas l'objet du webinaire. C'était simplement pour que vous sachiez à peu près qui nous étions respectivement. Peut-être je vous propose qu'on rentre dans la présentation du sujet. Donc aujourd'hui, on l'a dit, la thématique c'est la rétention et l'upsell dans le SaaS. On a prévu cet ordre du jour. D'abord, on va parler donc ça c'est Vincent qui va vous présenter cette partie-là, c'est-à-dire quel est le contexte actuel dans le SaaS. Voilà, on est dans un contexte économique particulier. Ça a des incidences sur les business des SaaS B2B. Donc Vincent vous parlera de ça. Ensuite, même si je suis persuadé que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà convaincu que la rétention et l'upsell, ce sont des sujets qui sont des sujets importants, on va vous le démontrer à travers des chiffres pour arriver un peu à matérialiser finalement en quoi c'est important et pourquoi c'est si important que ça. Et même si c'est pas toujours, je pense, perçu à sa juste valeur dans l'écosystème. Euh, Ensuite, on vous présentera des benchmarks pour que vous soyez aussi en capacité de vous positionner par rapport à du churn, par rapport à du NRR, ce genre de choses. Et enfin, l'objectif, et c'est moi qui prendrai cette dernière partie, on vous parlera de différentes stratégies qu'on a identifiées avec Fincom qui permettent d'améliorer la rétention et qui vont vous permettre de travailler sur cet axe-là. Donc voilà un peu pour l'ordre du jour. Peut-être juste avant de te donner la parole, Vincent, donc vous avez vu que vous aviez un chat. Voilà, juste à côté du chat, vous avez un module questions qui vous permet de poser vos questions. Euh, on verra en fonction du timing comment on prend les questions, si on les prend à la fin de chaque partie ou si on les garde plutôt pour la fin. Mais n'hésitez pas à poser vos questions ici. Et pour nous, ce sera beaucoup plus facile de les retrouver que d'aller les chercher dans le chat où potentiellement les choses défilent un peu vite et peuvent se perdre. Donc voilà, utilisez plutôt ce module-là qui est le bouton juste à gauche du bouton chat. Merci Jonathan, pour ta confirmation. Je vous propose de commencer. Donc, Vincent, je te laisse la parole peut-être pour nous donner quelques mots sur le contexte actuel et du coup l'impact que ça a sur les business SaaS.
Ouais, merci Nicolas. Donc effectivement, pour commencer sur le contexte, globalement, ça a échappé à personne dans la tech que depuis mi-2022, on est dans une situation qui se tend sur Newbiz. Le graphique qu'on vous présente ici, qui est tiré d'une étude d'OpenView, qui est un fonds américain, est assez clair sur le sujet. On voit que globalement, la croissance en Newbiz entre 2021 et 2023 s'est atténuée significativement, et ce sur tous les niveaux de taille d'entreprise, que ce soit les entreprises de moins d'1 million d'ARR ou celles de plus de 50, ça a eu un impact, et notamment très significatif sur les boîtes de 5 à 20 millions d'ARR et 20 à 50. Donc aujourd'hui, le constat, c'est celui-ci, et c'est qu'il faut trouver des leviers de croissance potentiellement complémentaires, et on va justement voir comment ça peut s'activer. L'autre constat qu'on fait, qui est le corollaire, je dirais, à ce que je viens de dire, c'est que la part de la croissance, pareil sur tous les niveaux d'activité, qui provient, enfin tous les niveaux de taille, pardon, qui provient de l'expansion, donc de l'upsell, de l'augmentation du nombre de sites, de l'évolution des pricing, est de plus en plus importante. On voit aujourd'hui qu'elle représente jusqu'à 44% pour les entreprises de 5 à 20 millions d'ARR, et à l'approche des 40% pour les entreprises de 20 à 50 millions. Donc on est vraiment dans une situation aujourd'hui où l'expansion devient incontournable. C'est d'ailleurs le titre de cette slide, et c'est un peu notre message aujourd'hui avec Nicolas. La croissance via l'upsell, via l'expansion au sein de vos clients, des parcs de vos clients, devient plus que jamais nécessaire dans un contexte où le newbies s'est tendu, avec beaucoup de boîtes dans l'écosystème tech qui souffrent de ce phénomène. Alors de quoi on parle quand on parle de rétention? On a décidé de revenir un petit peu aux fondamentaux, quand même, pour vous partager quelques éléments de base sur qu'est-ce que le churn concrètement, et qu'est-ce que la rétention. Beaucoup d'entre vous ont déjà bien en tête ces sujets-là, donc on va les passer rapidement. Globalement, le churn, on le regarde de manière générale de deux manières. Soit on le regarde en euros, tout simplement en rapportant les euros perdus liés au désabonnement, et parfois aussi à la contraction, donc au downsell, rapporté au stock de MRR de début de période précédente, et on voit et on calcule un taux là-dessus qui nous permet de voir l'évolution du churn. On peut évidemment le calculer à différentes fréquences. Ça peut être un churn qui se calcule à la fréquence mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Et c'est toujours intéressant de le regarder justement sur différentes fréquences et sur des périodes relativement prolongées, pour également identifier éventuellement des phénomènes de saisonnalité intra-annuelle qui peuvent permettre d'apporter des éclairages dans certaines situations. Et le Customer Churn Rate, qui est lui tout simplement le nombre de clients perdus rapporté au stock de clients de fin de période précédente ou de début de période suivante. Et pareil, là de nouveau, c'est un taux, et on analyse ce taux dans la durée. Voilà un peu pour je dirais les constats méthodologiques de base. Ce qui est intéressant avec le churn, c'est qu'on voit que les effets composés du churn peuvent avoir un impact extrêmement significatif sur l'évolution de l'ARR à moyen ou long terme. On vous a fait une petite illustration graphique vraiment pour vous montrer les impacts. Globalement, à horizon de 5 ans, à iso-taux de croissance, là on a tiré des courbes de croissance de 10% par mois. Quand on analyse le taux de churn d'une boîte, plutôt le niveau d'ARR à 5 ans d'une boîte qui a 0,5% de churn versus 1, 2 ou 3%, quand on prend le spread entre la première à 0,5 et la dernière à 3%, on parle de 44 millions d'euros d'ARR perdus potentiellement sur cette période-là, avec les effets composés du churn. Donc c'est évidemment très matériel, et ce sont des sujets sur lesquels évidemment on vous invite à être très vigilant, et on va en parler dans la suite du webinaire. Mais en tout cas, ce graphique illustre bien l'impact massif du churn dans l'écosystème, dans le SaaS, tout simplement. Ouais. Deuxième rappel. Pour compléter, il y avait Bain qui avait fait une étude là-dessus en montrant qu'effectivement, en travaillant ton churn, en améliorant ton churn de seulement 5 points, je crois que tu pouvais améliorer tes bénéfices de l'ordre de, je crois qu'il donnait une fourchette de 25 à 95%, qui était une fourchette importante, mais qui illustre bien en tout cas ce que tu racontes là, sur le fait que les petits effets, les petits impacts sur ce KPI-là peuvent avoir un impact énorme sur des périodes longues. Absolument.
Voilà, deuxième rappel méthodologique, la NRR, donc la Net Revenue Retention, qui est un indicateur qu'on vous invite évidemment à suivre pour ceux qui ne le suivent pas. C'est ou pas encore, c'est vraiment le fait de d'analyser finalement la croissance de votre base de clients existante. Donc finalement, on prend toutes les variations du MRR, sauf le newbies justement. Donc on va prendre l'expansion, le churn et la contraction. Pour rappel, expansion, upsell et contraction downsell, qu'on va rapporter au niveau de MRR de fin de période précédente. Et on va pouvoir analyser donc une MRR qui se calcule en taux. Et globalement, pour prendre un petit exemple chiffré qui sera encore plus parlant que cette explication, si on arrive à avoir un taux de NRR qui est supérieur à 100%, ça veut dire qu'on génère de la croissance sur sa base de clients embarqués. Autrement dit, on est capable de compenser le churn et la contraction par de l'expansion. Donc dans ce petit exemple chiffré, vous voyez que le MRR initial, c'est 1000 euros. On fait 400 euros d'upsell, 200 euros de churn, 100 euros de downsell. Donc globalement, on fait plus 100 en net sur la période observée. On a pris le mois. Et donc globalement, on passe de 1000 à 1100 euros de MRR. Et donc on a une NRR de 110%. Ces variations n'incluent pas donc le newbies, mais ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on a été capable de générer comme croissance à ISO base de clients, toutes choses égales par ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment un indicateur qui vous permet, dans le contexte qu'on évoquait un peu plus tôt avec Nicolas, qui se tend, dans le contexte de marché où c'est plus difficile de générer du newbies, c'est évidemment un indicateur à suivre de très près. Et d'ailleurs, le bon exemple qu'on prend toujours, hein, c'est si demain tous les commerciaux de Salesforce sont à l'arrêt, pour prendre l'exemple de Salesforce, qui est très très bien organisé justement sur les sujets d'expansion, et ben Salesforce continue à générer 30 à 45% de croissance sur l'ARR, parce qu'il n'y a pas besoin finalement de se reposer uniquement sur le newbies pour générer de la croissance. Et ça, c'est vraiment un exemple très très marquant de l'écosystème. Voilà pour cette partie-là. Pour aller un peu plus loin, on vous invite également, avec Nicolas, à faire des analyses par cohorte. Alors, l'idée, c'est de revenir un petit peu, pareil, d'un point de vue méthodologique sur qu'est-ce que ça veut dire des analyses par cohorte. C'est très simple. Globalement, des cohortes, c'est des groupes de clients à fréquence temporelle. Donc, on peut définir des cohortes mensuelles, des cohortes trimestrielles, des cohortes semestrielles, voire même des cohortes annuelles. Finalement, la fréquence reste à déterminer. Mais l'avantage de ces cohortes, c'est qu'elles vous permettent de détecter des phénomènes liés à des groupes de clients qui sont rentrés à une date donnée dans un contexte de marché qui était celui dans lequel ils sont rentrés, dans un contexte également interne à votre entreprise lié à potentiellement des discounts, un plan de communication spécifique, une période de salon, une campagne d'ads plus marquée. Bref, tout un tas de phénomènes qui peuvent expliquer que vous avez fait une acquisition plus ou moins importante sur la période de temps observée, donc encore une fois que ce soit le mois ou le trimestre, et ensuite de voir le comportement de ce groupe de clients dans le temps. Donc on le voit bien là sur le graphique de gauche. On est sur une analyse de cohorte trimestrielle et on voit l'empilement des couches de clients qui sont rentrés trimestre par trimestre, et on voit l'évolution de ces couches-là les unes par-dessus les autres. Et donc là, globalement, on voit qu'il y a une rétention qui est plutôt bonne, mais on pourrait avoir des courbes qui tendent vers le bas et qui indiqueraient que certaines cohortes sont plus dégradées que d'autres, et ça permet tout de suite de détecter ce phénomène, d'essayer de le comprendre pour ensuite intervenir d'un point de vue business. L'autre manière de les observer, donc là on était sur la gauche en MRR, on peut également les observer, ces cohortes, enfin ces analyses par cohorte, en taux de rétention. Donc là on est sur une vision peut-être encore un peu plus classique de l'analyse des cohortes, où on va venir pour un groupe de clients donné, exemple le groupe de clients qui sont rentrés en janvier 23, mesurer le taux de rétention sur la suite de la séquence temporelle. Donc pour prendre un exemple très concret, on a une NRR sur le mois 11 de 89%. Autrement dit, ça veut dire que sur 100 euros de rentrée au mois 0 pour la cohorte de janvier 23, il me reste 89 euros au mois 11. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que pour la cohorte de mars 23 où on est à 74%. Donc là, on peut se poser la question de pourquoi la cohorte de janvier a une meilleure rétention que la cohorte de mars. Et ça implique des questions très business auxquelles vous pouvez répondre en faisant une analyse, je dirais, en interne qui puisse expliquer ce phénomène. Voilà un peu pour cette partie-là. Ensuite, on voulait vous partager également aujourd'hui avec Nicolas quelques éléments de benchmark, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver
pour savoir un petit peu où se situer en termes de performance, en termes de churn, en termes de rétention. Et donc là, on a fait une petite passe sur les différentes études de marché qui existent sur le sujet, dont on se sert par ailleurs, nous aussi, côté FinCom, pour alimenter les benchmarks internes sur la solution. Et donc là, on a essayé de vous partager le logo de churn par segment, par taille d'ARR. Donc là, on voit encore une fois sur l'axe des abscisses une évolution du niveau d'ARR qui va de 10 à 100 millions. Et globalement, ce qui est intéressant d'observer, alors cette analyse date de 2022, mais ça reste toujours encore très, très vrai, on voit l'évolution du churn qui a plutôt tendance à baisser avec la taille des entreprises. Ce phénomène, on l'observe très souvent. Il y a une corrélation entre le niveau de churn et la taille des entreprises qui s'explique en fait très factuellement par le fait que les entreprises de taille plus structurées, qui sont plus matures, packagent généralement mieux et de manière plus structurée leur pricing, également les engagements de leurs clients, ce qui permet de maintenir un niveau de churn plus faible. Donc ça, évidemment, c'est lié à la maturité des entreprises qui ont aussi dans un certain nombre de situations, vocation à aller upper market, donc vraiment aller chercher des paniers moyens ou des ACV qui sont supérieurs, et ça explique du coup un niveau de stickiness, un niveau d'accroche qui est supérieur. Nous, c'est un phénomène aussi qu'on observe pour partager des retours d'expérience. On analyse évidemment dans notre métier côté FinCom beaucoup de chiffres d'équipes SaaS, et on observe une corrélation inversée entre le taux de churn et le niveau d'ARPA, donc le niveau de panier moyen. Et le bon exemple, c'est les serveurs, le cloud hosting. On ne change pas tous les jours de cloud hosting et de serveurs à ce niveau-là parce que c'est très chronophage et ça a beaucoup d'implications très, très, très pénibles. Et donc le niveau de stickiness est très, très élevé sur ce type de business. Voilà pour le churn. Pareil, on voulait vous partager quelques éléments sur la NRR. Donc là, on revient sur des tailles d'entreprise un peu plus réduites. On observe un échantillon entre 1 et 50 millions d'ARR. Et là, de nouveau, on observe un phénomène qui est assez intéressant, c'est que la médiane de net dollar retention, qui est l'équivalent de la net revenue retention, analysée en euros, enfin en dollars en l'occurrence, on la voit évoluer plutôt à la hausse en fonction des tailles d'entreprise. Autrement dit, c'est vraiment le corollaire de ce qu'on se disait depuis le début, la capacité des entreprises de taille plus structurée à limiter le churn et à générer de l'upsell est souvent supérieure. Mais globalement, le benchmark à retenir, c'est que si on arrive à être au-delà de 100%, globalement, on est dans une bonne situation puisque on compense le churn par de l'upsell. Et je dirais que c'est le premier objectif à cibler. Et évidemment, après, plus on monte, mieux c'est, puisque on arrive à compléter le newbies avec de la croissance sur la base embarquée. Et ça, c'est la beauté du modèle SaaS. Quand on arrive dans ce schéma-là, on est vraiment, évidemment, très, très bien. Et voilà. Et dernier élément qui est vraiment dans la continuité de tout ce qu'on vient de se dire, on voit de nouveau que la contribution à l'expansion sur la croissance de l'ARR est de nouveau de plus en plus importante en fonction des tailles de boîte. Ça signifie aussi que plus on grossit en général, plus c'est difficile d'arriver à générer du newbies. Alors encore une fois, ce sont des constats généraux, mais il y a plein de contre-exemples à ce que je dis. Mais globalement, on observe que c'est de plus en plus difficile de générer de la croissance en newbies quand on augmente en taille, et donc on travaille de plus en plus sa base de clients existantes. Donc on voit par exemple ici qu'on arrive sur des taux la part de l'expansion dans la croissance de l'ARR peut monter jusqu'à 45% sur des entreprises de 50 à 100 millions de dollars, comme on peut l'observer sur le graphique de gauche. Voilà un peu pour les différents constats côté benchmark qu'on voulait vous partager. Je pense qu'on peut peut-être faire une petite pause, Nicolas, à ce stade, comme on arrive au bout juste après la slide d'après, sur la première section de benchmark. Pour conclure cette section, et ensuite on prend les questions, nous, donc FinCom, je vous le disais au début, on est un outil vraiment dédié à l'accompagnement des entreprises SaaS, et justement, on permet la centralisation des indicateurs, et notamment des indicateurs de rétention. Et donc, j'ai envie de vous dire que ce soit avec ou sans FinCom, on vous invite à suivre votre rétention et à l'analyser, notamment avec les cohortes qu'on a pu voir, et à l'analyser également potentiellement avec des axes analytiques, donc en décomposant votre net revenue retention par géographie, par typologie de client, pour détecter des patterns, pour capter de l'information
comprendre l'origine de votre churn et activer des leviers de correction de ce churn, au même titre que vous pouvez également activer des leviers d'upsell qui peuvent se matérialiser de différentes manières, comme on le disait en début de webinaire. Premier axe très classique, évidemment, l'évolution du pricing. On vous invite toujours à garder en tête que le pricing, la bonne pratique d'évolution du pricing en général, elle est trimestrielle, voire semestrielle, mais en tout cas, elle n'est pas nécessairement annuelle. On vous invite à avoir une vélocité, une fréquence plus élevée. Et ensuite de ça, sur la partie évolution expansion, l'upsell évidemment peut se matérialiser d'une autre manière, notamment en se développant au sein de ses comptes existants, et c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à omettre, mais ne pas hésiter évidemment à travailler sa base de clients existants pour aller chercher plus de business. Voilà un peu les grands constats qu'on peut vous partager sur cette première partie. Ça marche. Alors il y avait Christelle qui demandait donc si les slides étaient partagés. Donc j'ai confirmé que les slides seraient partagés à l'issue de la présentation. Et Jonathan, y a-t-il un intérêt à suivre le NRR en plus du MRR ARR en fonction du CA de la boîte? Est-ce que tu veux répondre sur ça, Vincent? Pardon, je l'ai pas vu cette question. Excuse-moi. Y a-t-il Elle est où, pardon, la question C'est sur le module question, et la question c'est: y a-t-il un intérêt à suivre le NRR en plus du MRR ARR? Oui, enfin la réponse clairement c'est oui, c'est-à-dire que ça va vraiment mesurer deux choses différentes. Justement, l'évolution du MRR va permettre de voir globalement comment le business de la boîte évolue. Mais ça regroupe plein de réalités. Ça regroupe de l'expansion, ça regroupe du newbie, ça regroupe aussi du downsell, du churn. Et c'est important de décomposer ça, de suivre le churn, de suivre le NRR. Et le NRR est un indicateur. Alors, je vais peut-être galvauder un peu le mot, Vincent, faudra pas m'en vouloir, mais j'allais dire de santé financière. C'est-à-dire qu'il y a un moment avec sur des modèles B2B, j'entends, mais à un moment, si on a un NRR qui est trop faible, ça veut dire qu'il faut quand même se reposer des questions sur les fondamentaux. Et même si le newbies tombe à gogo, mais qu'on est en train de remplir en permanence une baignoire qui est percée, il y a un moment où ce sera plus maintenable. Et donc, oui, c'est une métrique qui est importante à suivre en complément du MRR et de l'ARR, qui sont plutôt des questions de revenus. Ouais, et j'irais même au-delà, si vous voulez, nous, dans les équipes, je pense qu'on a beaucoup d'équipes CSM autour de l'écran aujourd'hui, sur ce webinaire. La NRR peut même être un bon indicateur pour objectiver vos équipes CSM, puisque c'est vraiment les deux facteurs qui sont intrinsèquement liés au métier de CSM, le churn et la capacité à upseller, qui sont au cœur de cet indicateur. Donc clairement, c'est un indicateur qu'on vous invite à suivre en plus du MRR et de l'ARR. Et petite parenthèse, en tout cas, ouais, il y a une autre question, mais j'allais dire oui, petite parenthèse. En tout cas, à un moment, nous, on avait fait une newsletter, on avait vraiment renvoyé vers deux benchmarks, un benchmark de NRR pour arriver justement à se positionner sur ça, donc un peu les chiffres que tu présentais, un benchmark de churn. Et nous, on a vu dans la newsletter qu'on avait quand même 80% des clics sur la partie churn, ce qui montre bien quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même ce réflexe de regarder le churn avant tout, le NRR. Beaucoup en parlent comme étant voilà la nouvelle North Star métrique, etc. du SaaS. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu proposes les deux sujets, que tu les mets en parallèle, tu as 80% du trafic qui va regarder les benchmarks de churn. Ça, c'était juste une parenthèse. Et effectivement, on peut prendre la question de Daniel avant de passer sur la dernière partie. Yes. Je te laisse, donc Daniel nous demande si son user prend une option payante au moment où il souscrit, est-ce un upsell ou juste une augmentation de mon ARPA? La réponse à cette question, c'est que si c'est au moment où il souscrit, donc on comprend de la question qu'il n'est pas encore client payant, en tout cas moi c'est comme ça que j'interprète la question, dans ce cas-là c'est pas de l'upsell puisque c'est vraiment directement du newbies et ça impacte effectivement uniquement l'ARPA. En revanche, si c'était un user qui était déjà payant, dans ce cas-là, effectivement, il s'agit de l'upsell, il s'agit d'un upsell et ça va impacter la NRR, absolument. Ok, ça marche. Parfait. Je vous propose qu'on parle, peut-être, allez, on prend la question de Justine et après on passe à la question suivante. Considérez-vous l'augmentation des tarifs pour un client existant comme de l'upsell? Vincent, oui, je pense que ça rentre dans la catégorie upsell. Hein.
Absolument, ouais. L'évolution des tarifs, l'évolution du pricing constitue une composante de l'expansion. Généralement, dans le SaaS, sur des modèles usage-based, on peut voir de l'évolution en nombre de sites à Isoprix, qui va avoir un impact donc sur l'expansion, mais on a aussi donc un effet volume plutôt, mais on va avoir également un impact sur les prix à ISO-volume. Si on augmente tout le monde de 10%, on aura bien un impact en upsell de ce niveau-là. Et ça fait partie des choses dont on va parler justement dans cette dernière partie. Donc ici, on va parler donc des stratégies pour améliorer la rétention. Comment est-ce que je fais maintenant que vous avez le contexte et les éléments pour arriver à vous positionner? Comment est-ce qu'on fait pour travailler ces sujets-là? Donc globalement, si on veut améliorer sa rétention, il y a deux axes qu'on va pouvoir travailler. Un axe sur le churn, on en parlait tout à l'heure, et un axe du coup sur tout ce qui va être upsell, cross-sell. Comment est-ce que d'un côté j'évite que mes clients partent et comment est-ce que de l'autre côté je fais en sorte qu'ils puissent dépenser plus d'une façon ou d'une autre. Donc on va commencer déjà par la partie churn. Donc, comment est-ce que je peux travailler sur mon churn? Alors déjà, au risque d'enfoncer une porte ouverte, mais on peut toujours le rappeler, il y a quand même deux composants de base qui font partie des fondamentaux, c'est-à-dire qu'il vous faut un bon produit. Vous pouvez mettre les meilleures équipes support, CSM, etc. Si votre produit ne tient pas la route, de toute façon, vous ne pourrez pas avoir de bons indicateurs de churn par rapport à ça. Donc voilà, a priori, je vous apprends rien en disant ça, mais c'est important de le rappeler. Le produit, on est des vendeurs de techno. Donc, à un moment, si la techno ne suit pas la route, ça marchera pas. Et à côté du produit, il y a le Customer Product Fit. Est-ce que je vends mon produit au bon ICP? Est-ce que je le vends au bon client? Et ça paraît évident quand on le dit. Je pense qu'on est tous au courant. Moi, je viens plutôt du monde du Customer Success. Et a priori, vous êtes quelques-uns à venir du Customer Success aussi ici. Ne me dites pas, je sais, ça vous est arrivé à un moment, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a vendu le sales, etc. On n'a pas encore ça, c'est pas vraiment le use case qu'on adresse, etc. Donc voilà, donc ça c'est une vraie question, c'est comment est-ce que je travaille mon Customer Product Sheet pour m'assurer de vendre mon produit aux bonnes personnes. Souvent, pour aller un peu au-delà de la porte ouverte, souvent sur ce truc-là, on a aussi une conception qui, à la base, était un peu la vision du CEO qui a été derrière brossée dans des slides par le marketing, etc., où on a défini quel était le bon ICP, le fameux Ideal Customer Profile, donc le client type qu'on devait adresser. C'est intéressant de refaire cet exercice, mais de le faire à l'envers, à intervalles réguliers, et de regarder, OK, aujourd'hui, quels sont les clients avec lesquels ça se passe bien, et de redessiner le portrait de ces clients pour vérifier si ça matche toujours avec l'ideal customer profile qui a été défini par le marketing et par les sales. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent aussi bouger au cours du temps. Et des fois, la vision qu'on avait à l'origine n'est pas tout à fait l'expression de la réalité. Donc, ça vaut le coup de regarder ce genre de choses. Ensuite, une fois que vous avez assuré ces fondamentaux, il y a l'onboarding. L'onboarding, on le sait tous plus ou moins, mais on ne le matérialise pas forcément. C'est une composante essentielle de la fidélité future de vos clients. C'est-à-dire, OK, j'ai un bon produit, maintenant il faut que j'arrive à onboarder mes clients vite, et il faut que vite, ces clients aient la perception de la valeur que le produit va leur apporter. Donc là, je vous montre un graphique qui n'est pas de nous, c'est une étude qui avait été menée par ChurnRx, que je vous invite à suivre sur LinkedIn. Ils racontent plein de choses intéressantes. Ils font beaucoup d'études autour du churn, etc. Ils avaient fait une étude qui montrait que les clients qui n'avaient pas un usage minimal d'une solution, ça dépendra du coup de la solution que vous vendez, quel est le taux minimal, mais qui n'avaient pas un usage minimal dans les 10 premiers jours, avaient un taux de désabonnement 10 fois plus élevé au cours de la première année. C'est énorme. Et ça, c'est quelque chose. Alors là, c'était pour un client en particulier, qui était un client avec de l'abonnement, qui était de l'abonnement annuel, etc. Les chiffres ne seront peut-être pas exactement les mêmes dans votre business, mais en tout cas, c'est une métrique qui doit tous nous interroger, nous amener à travailler de façon très efficace notre onboarding pour qu'on ait très vite ce fameux effet waouh et ce qu'on appelle dans notre milieu le time to value, c'est-à-dire la première fois que le client prend conscience de la valeur du produit que vous lui avez mis entre les mains. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Ensuite, deuxième chose, il faut absolument
pour travailler efficacement votre churn, que vous centralisiez les données que vous avez sur vos clients. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont un CRM qui contient beaucoup d'informations, et notamment les informations commerciales, les informations plutôt contractuelles. Peut-être que vous y loguez vos comptes rendus, etc. Et à côté de ça, vous avez un back-end dans lequel vous avez des informations de connexion de vos clients, etc. Vous pouvez voir à peu près ce qu'ils font avec votre plateforme. Et puis peut-être que vous avez mis en place une solution de ticketing, mais qui n'est pas forcément connectée au CRM. Puis l'équipe onboarding a une solution de gestion de projet. Et puis vous facturez avec un outil, un Stripe ou un ChargeBee. Bref, vous avez comme ça beaucoup d'outils qui sont, la plupart du temps, évitons trop de généralité, mais vraiment dans la large majorité des cas, gérés de façon silotée, ce qui crée des ruptures et ce qui fait que votre connaissance client n'est pas uniforme et pas partagée sur les différents outils. Et ça crée en fait 3 problèmes, mais à la fin, ça génère du churn. C'est-à-dire que premier problème, j'ai pas de vision client 360. Si je suis dans une équipe Customer Success, en fait, pour vérifier que mes clients vont bien, il faudrait que j'aille dans mon CRM, dans mon back-end, machin, et que je check toutes ces données sur tous mes clients à intervalles réguliers. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est très chronophage, qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Ça dépend des tailles de portefeuille, etc. Mais ça va générer quelque chose, qui est le deuxième point, quel manque de proactivité. Très souvent, quand on parle avec des équipes Customer Success, ils disent moi, en fait, mon problème, c'est que j'ai l'impression de ne pas faire exactement mon métier, j'ai l'impression de passer mon temps à éteindre des incendies, etc. Et alors que moi, ce que je voudrais dans la vie, c'est amener mon client plus loin, le pousser vers des nouveaux use cases, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que manque de vision client 360 égale, j'ai toujours un petit coup de retard finalement sur ce qui se passe au niveau de mes clients. Du coup, je me retrouve plus dans une posture réactive qu'une posture proactive. Et ben à la fin, si je suis dans cette situation-là, je vais passer à côté d'opportunités business et dans le pire des cas, à un moment, effectivement, je risque de recevoir un recommandé pour m'expliquer qu'en fait, le client n'est pas satisfait et qu'il souhaite arrêter son abonnement. Donc la solution à ça, c'est centraliser vos data clients. L'objectif, c'est pas d'éliminer les outils dont on a parlé avant, mais c'est de faire en sorte qu'ils communiquent bien ensemble. Donc ça peut se faire bien sûr dans une Customer Success Platform comme Scalin. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire dans un data mart, un data lake, appelez ça comme vous voulez. Et l'objectif, c'est qu'à un moment, il y ait une vision consolidée de toutes ces données-là sur une interface unique qui vous permet d'avoir toutes vos informations au même endroit. Ensuite, toujours sur la réduction du churn, il y a une idée qui est souvent répandue, c'est le NPS, ça m'aide à savoir si mes clients sont satisfaits, ça m'aide à prédire s'ils vont churner ou pas. Alors oui, ça vous aide à voir s'ils sont satisfaits. Non, ça ne vous permet pas de savoir si c'est des clients qui vont churner ou pas. Aujourd'hui, les études montrent, donc notamment ChurnRx que j'ai déjà cité, ou nos partenaires de Customer Cross ont fait des études là-dessus. Il n'y a strictement aucune corrélation entre le niveau de NPS et le churn que vous allez avoir au niveau de vos clients. On pourrait rentrer dans les détails du pourquoi, mais aujourd'hui, les études montrent qu'il n'y a pas de corrélation là-dessus. Donc, si vous voulez évaluer correctement si vos clients présentent un risque de churn, ce qu'il faut faire, c'est que vous mettiez en place un vrai score de santé qui va combiner à la fois les données d'interaction que vous avez avec vos clients, qui va combiner les usages qu'ils ont de vos plateformes, qui va regarder comment la valeur du contrat historiquement a évolué, va combiner, brasser toutes ces métriques-là pour arriver à donner une idée de la situation réelle de votre client à partir de tous les data points que vous avez avec eux. C'est un sujet sur lequel on a fait des webinars entiers, donc on pourrait en parler très longtemps. Mais en tout cas, voilà, le mot-clé, c'est score de santé. Il y a différentes façons de le faire. Ça peut être plus ou moins sophistiqué. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important à faire. Mais clairement, le NPS, c'est pas ça qui vous aidera à anticiper et à prévenir le churn. Ça, c'est tout ce qu'on voulait vous partager sur la partie churn et comment, finalement, si je reprends l'exemple de la baignoire, je fais en sorte qu'il y ait le moins de trous possible pour que les clients que je fais rentrer repartent le moins possible.
Le deuxième axe, c'est comment est-ce que je vais derrière favoriser l'upsell. Donc là-dessus, il y a plusieurs pistes qu'on voulait vous partager. La première piste, c'est alors Salesforce, encore eux, c'est eux qui communiquent là-dessus, hein, génèrent 50% de son upsell sur la vente de licences supplémentaires, mais donc voilà, quand il y a des nouveaux utilisateurs, mais 50% sur la vente de nouveaux produits. Donc ça, c'est intéressant. Alors, Salesforce, c'est très complexe, il y a tout un écosystème, il y a une marketplace autour, etc., etc. Mais sans aller jusque-là, ça pousse, en tout cas, ça nous invite, je pense, à 3 réflexions. La première réflexion, c'est éviter les produits monolithiques où tout le monde a tout le produit, toute l'offre et toutes les features qui sont dedans et il y a une offre unique. C'est intéressant d'avoir des produits qui soient découpés en modules. Ces modules qui, du coup, vont pouvoir faire l'objet de plans, voilà, plus ou moins nombreux, dans lesquels vous intégrez ou pas des modules. Chaque plan, du coup, sera derrière une opportunité d'upsell. Et adossé à ça, vous pouvez avoir des notions de fonctionnalité premium, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas incluses dans les plans ou pas dans tous, mais qui peuvent être activées en option si le client est prêt à payer pour cette option. Je suis un CRM, j'ai différents packs qui m'offrent différentes options, mais j'en sais rien, j'ai le module de NPS. Le module NPS, je l'ai dans aucun de mes packs, mais je peux activer cette option qui coûte X euros par mois si je souhaite l'activer. Donc ça, c'est la notion de plan versus la notion de fonctionnalité premium. Donc voilà, mais donc évitez au maximum les produits monolithiques. Ça vous crée des occasions d'upsell derrière pour les équipes de compte manager ou les équipes customer success. Deuxième chose, éviter, je dis ça, nous c'est ce qu'on fait essentiellement, mais limiter la tarification à l'utilisateur en période de crise. J'étais à SaaStr que Fincom organisait, et donc Vincent nous avait invité là-bas, et c'était un des boss, un des cofondateurs de Aircall qui disait, voilà, enfin le pricing à l'utilisateur en période de crise, et donc notamment dans une période où les boîtes ont tendance plutôt à licencier des personnes, et plein de boîtes connues ont annoncé des plans de départ, etc. Un pricing à l'utilisateur, c'est risqué parce que, en l'occurrence, puis c'était des lignes téléphoniques. S'il y a de moins en moins de gens derrière pour passer des appels, concrètement, c'est pas comme ça qu'on va faire, qu'on va augmenter le business. Donc, plusieurs choses qui peuvent être étudiées. Il y a le fait de facturer à l'usage avec des systèmes de crédit ou autres. Là, Livestorm, la plateforme sur laquelle on est, typiquement, c'est ça. Hein, vous avez tant de possibilités d'invitation dans un package. Si vous voulez en inviter plus, vous passez sur un autre package, etc. C'est le modèle de Zapier, c'est le modèle de Casper pour révéler les numéros de téléphone, par exemple, quand vous faites de la prospection. Donc ça, c'est la facturation à l'usage. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est limiter la puissance de chaque fonctionnalité en fonction du plan. Je peux reprendre l'exemple de Zapier. Zapier, en fonction, Zapier qui permet de connecter différents outils entre eux, pour décrire ça très vite. En fonction du plan sur lequel vous êtes, vous pouvez soit avoir un schéma qui va être très linéaire, mais dans d'autres plans, je vais pouvoir ouvrir des branches avec des scénarios différenciés. Sur HubSpot, par exemple, dans les workflows, en fonction du plan sur lequel je suis, je peux avoir plus ou moins d'étapes dans mon workflow. Donc la fonctionnalité est la même, mais selon que je suis sur un plan plus ou moins élevé, plus le plan va être élevé, plus je vais pouvoir avoir d'étapes, plus je vais pouvoir ajouter d'options à l'intérieur du truc. Donc la fonctionnalité est la même, mais elle est bridée sur des plans plus petits. Et ça peut être en plus un très bon moyen de permettre à vos utilisateurs de toucher du doigt une fonctionnalité et de les frustrer juste assez pour qu'ils aient évidemment envie de passer au plan du dessus. Ça, c'est l'exemple que HubSpot fait très très bien, et je parle en connaissance de cause. Troisième chose, isoler les fonctionnalités par plan. Je reprends l'exemple d'HubSpot. HubSpot, Salesforce reviennent souvent, c'est pas pour rien, ils sont quand même très très bons dans leur domaine. HubSpot, pour ceux qui connaissent, vous avez une fonctionnalité de workflow qui permet d'automatiser des tâches et des processus, et vous avez une fonctionnalité de séquence qui permet d'envoyer des emails. En fonction de votre plan, vous pouvez avoir les deux fonctionnalités,
mais vous êtes bloqué pour faire en sorte que votre workflow puisse déclencher une séquence. Et si vous voulez que ça puisse se combiner, il faut passer sur le plan supérieur. Donc ça, c'est un exemple, pareil, où je vais avoir de la fonctionnalité, je permets de la tester, mais je crée de la limite et d'un point de vue psychologique, je crée de la frustration pour derrière aller générer de l'upsell. Et puis, quatrième truc, pardon de le dire, augmenter vos prix. Vincent en parlait tout à l'heure, de dire voilà, que c'était une bonne pratique de le faire de façon trimestrielle, semestrielle, en tout cas de le faire régulièrement. Très peu, probablement parmi vous, mais de manière générale, le font. Il y a deux façons de le faire. Bien sûr, il y a le côté révision tarifaire. Je sors un nouveau plan, je revois mon pricing, etc. Il y a différentes méthodes pour le faire. Il faut mesurer l'impact que ça va faire. Est-ce que je vais pas perdre trop de clients et heurter trop de clients en faisant ça? Mais il y a un truc vraiment que je vous invite tous à faire, c'est de mettre, et si ça se trouve, vous l'avez déjà, une clause Syntec dans vos conditions générales de vente qui permet d'indexer vos prix sur un indice Syntec qui est communiqué par le Syntec, on est tous Syntec à peu près ici, je pense, qui est calculé par le Syntec tous les ans et qui permet de façon tout à fait légale de dire, voilà, c'est prévu que mon prix augmente selon l'indice Syntec d'une année sur l'autre. Pour donner un ordre d'idée, Syntec, l'année dernière, avait, je crois, réévalué cet indice à 5%. Donc ça veut dire que légalement, ceux qui avaient cette clause pouvaient augmenter la valeur de leur contrat de 5%. Et il y a un enjeu aussi, Nicolas, pour compléter ce que tu viens de dire, un enjeu très 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 important, nous qu'on observe beaucoup de la part de nos clients et des équipes SaaS avec lesquelles on échange, un enjeu de communication, un enjeu sur la manière vraiment d'amener l'information à ses clients, qui peut être parfaitement légitimé par des évolutions produits, des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties, ou d'autres paramètres, je dirais, spécifiques à votre marché. En tout cas, il y a toujours le fait de préempter cette communication et également d'anticiper d'un point de vue calendaire les dates d'évolution des tarifs, c'est vraiment une bonne pratique. On le voit, encore une fois, pour reprendre l'exemple de ceux qui sont chez HubSpot. HubSpot prévient en général plusieurs mois à l'avance qu'il va y avoir une augmentation tarifaire et en général explique les raisons sous-jacentes. Alors, dans un contexte inflationnel, on fait souvent référence à l'inflation, mais il y a d'autres paramètres qui peuvent justifier ce type d'augmentation. Yes, absolument. Ensuite, vous avez le fait d'accompagner le changement en interne. Ça, c'est quelque chose d'important. Trop souvent, et bon, a priori, je prêche à des convaincus en disant ça, le garant du churn, on a posté sur ça aussi sur LinkedIn, le garant du churn, c'est le CEO. C'est pas l'équipe Customer Success qui est responsable du churn. Bien sûr, elle a sa part de responsabilité là-dessus. L'objectif quand même dans une boîte, c'est que le CEO fixe un cap et c'est de sa responsabilité d'aligner les objectifs, d'aligner les équipes autour de ces objectifs et d'aligner les KPI qui vont être suivis autour de ces objectifs. Je prends un exemple, mais qui est finalement l'exemple qu'on retrouve le plus souvent, où l'équipe de marketing doit amener un volume de leads, les SDR doivent amener un volume de rendez-vous. Alors après, est-ce que c'est les bons leads, est-ce que c'est les bons rendez-vous? C'est plus le sujet du marketing, c'est plus le sujet des SDR. Et les sales, du coup, signe des clients qui sont pas toujours les bons, les clients good fit dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif vraiment du CEO, d'aligner la boîte aussi autour d'objectifs communs et notamment un de ces objectifs, je dis pas que c'est le seul, mais un de ces objectifs, ça peut être que tout le monde soit intéressé et la vision soit incentivée autour de cette notion de NRR. Il faut que le marketing amène les bons leads pour que les SDR travaillent correctement, pour que les sales aient les bons rendez-vous, qu'on signe les clients qui sont good fit et que derrière, on ait une chance de les fidéliser. Et tout ça, c'est évidemment un ensemble. Donc, quelques pistes pour ça. On peut tenir compte justement du fait que ce soit un client good fit et avec le recul, incentiver les sales par rapport à ça. C'est-à-dire que tu es mieux incentivé en tant que sales si tu signes les bons clients avec lesquels on arrive à travailler, ceux sur lesquels on a de la rétention, etc. Donc ça peut être quelque chose à travailler, en tout cas en matière d'objectifs. Une autre chose qui est toute bête, mais où les sales sont pas toujours malheureusement concernés par ça, c'est aussi de limiter ce qui va être offert en termes notamment d'options au moment de la signature. C'est-à-dire que très bien, moi je veux valider ma signature en tant que sales, du coup je rajoute des options gratuites dans le package, etc. Mais du coup en faisant ça, je coupe complètement l'herbe sous le pied de ceux qui vont arriver derrière, donc des account managers ou des CSM.
Donc, limiter ce type de remise, en tout cas, si elles doivent être faites, qu'elles soient limitées dans le temps et que tout ça passe par un workflow de validation pour éviter globalement que ce soit le Far West et que les sales en donnent beaucoup trop par rapport au prix attendu, uniquement pour avoir la signature, mais que derrière, justement, on puisse aller travailler de l'upsell. Autre point, former les CSM à la vente, c'est quelque chose qui est important, qui est un sujet alors qui est toujours un peu tabou dans le customer success. D'une façon ou d'une autre, les CSM vendent directement ou indirectement. Si c'est pas directement, c'est en détectant des opportunités qui vont redonner derrière à des account managers ou à des sales. L'objectif, c'est quand même que eux puissent être à l'aise et c'est vrai dans l'idéal, en tout cas c'est ma conviction, qu'on leur apprenne à poser les bonnes questions pour arriver à détecter et susciter ces envies d'upsell chez le client en face. Il y a une expression que j'aime bien qui dit voilà, enfin, l'objectif du CSM, c'est pas de vendre à un client, c'est de lui donner envie d'acheter. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire et de dire finalement, j'arrive à te projeter sur un futur qui n'est pas encore possible. Mais en fait, si tu veux qu'il soit possible, ce futur, t'as qu'à upgrade ton contrat et on peut attaquer ce sujet-là. Et c'est pas la même chose que de présenter la feature et d'essayer de vendre la feature, mais voilà, essayer de vendre le bénéfice. Ça, c'est vrai en sales et en customer success. Mais en customer success, disons que la différence, c'est qu'on ne sait pas le faire en général. Et ensuite, dernier point, le fait de désiloter les équipes. Donc, on revient à la responsabilité du CEO et de l'organisation derrière. C'est-à-dire que très souvent, les équipes Customer Success sont rattachées aussi à une autre direction que les ventes. Du coup, tout le monde n'a pas forcément les mêmes enjeux et on n'est pas toujours sûr de tirer dans la bonne direction. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, de faire en sorte d'aligner. Et une façon d'aligner les équipes, ça peut être de les rattacher à une direction commune, et notamment avec la mise en place, par exemple, d'un CRO qui serait responsable du coup de toutes les fonctions revenues dans l'entreprise, marketing, sales, account manager, success, voilà, pour aligner tout le monde autour de ces chiffres-là.